toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, une beauté électrisante qui s'invite dans notre séquence rôle modèle, celle d'Eddie Lamar, star d'Hollywood des années 40 et précurseur du GPS et du Wi-Fi. Une idée derrière la tech aujourd'hui avec Gaël Musquet. Gaël, tu es un peu un héritier d'ailleurs, tiens, d'Eddie Lamar, puisque tu vas nous dire si les radioamateurs peuvent sauver le monde. On a une activité de sécurité civile, donc j'ai expliqué ça un peu tout à l'heure, comment avec les transmissions on est capable d'aider des populations qui seraient en danger. Elles se répandent 6 fois plus vite qu'une vraie nouvelle. Les fausses informations menacent nos démocraties. Gouvernements, médias, ONG, chacun veut apporter une solution à l'édifice. Alors, Info ou Infox pour en parler avec nous aujourd'hui. Aude Favre, vous êtes journaliste, lutter contre la désinformation et ouvrir le monde du journalisme au grand public. Ça, c'est la mission de votre chaîne What the Fake. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Avec plaisir. Et puis en duplex, Christophe Deloire, directeur général de l'ONG Reporters sans frontières. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous montez au front en créant un GIEC de l'info, réchauffement climatique et chaos informationnel, même combat là aussi, on creuse la question tout à l'heure. Mais d'abord, focus. Restez connectés en Wi-Fi ou vous guidez grâce au GPS, ce sont des gestes simples aujourd'hui, oui, mais vous les devez à une star d'Hollywood, la plus belle femme du monde et la plus intelligente aussi. Édouard Denuot nous dresse le portrait d'Eddie Lamar, inventrice de génie. On la surnommait la plus belle femme du monde. Eddie Lamar est une actrice de cinéma américaine née en 1914. D'origine austro-hongroise, elle commence sa carrière en Allemagne dans les années 30. Rapidement, elle est révélée au grand jour pour ses scènes controversées dans Ecstasy en 1933. Dans ce film, on la voit nue et réaliser une scène érotique, un choc pour l'époque. À la recherche de nouveaux succès et voulant quitter l'Allemagne nazie, Eddie Lamar traverse l'Atlantique pour rejoindre les États-Unis. Elle devient alors l'une des actrices en vogue à Hollywood. La jeune femme est une star et elle enchaîne les relations avec des hommes aussi célèbres qu'elle. Progressivement, elle sombre dans l'alcool et les stupéfiants. Durant la Seconde Guerre mondiale, Eddie Lamar rencontre George Antheil, un pianiste américain. Tous les deux sont des inventeurs géniaux. Ensemble, ils veulent participer à l'effort de guerre. Ils créent un moyen de transmission, l'étalement de spectres par saut de fréquence, qui va permettre aux forces alliées de communiquer entre elles. Leur invention a pour but de rendre les torpilles furtives et la détection d'attaques sous-marines impossibles par les ennemis. Eddie est prêt à tout pour développer son invention afin que sa mère puisse passer en toute sécurité de Londres aux États-Unis. C'est grâce au système inventé par Eddie Lamar et George Antheil qu'aujourd'hui nous pouvons utiliser le Wi-Fi, le GPS ou encore le Bluetooth. Pour toutes ces innovations, Eddie Lamar n'a jamais reçu un seul dollar. Un mystère encore aujourd'hui. Ce que nous savons, c'est qu'à cause de son statut de femme et de sexe symbole, elle n'était pas prise au sérieux. Pendant une grande partie de sa vie, Eddie Lamar était triste que ses inventions ne soient pas reconnues à leur juste valeur. Cependant, elle reçoit en 1997 le prix de l'Electronic Frontier Foundation Pioneer pour sa contribution au développement du téléphone mobile. La même année, on lui rend également hommage lors de la Milstar Army Ceremony. C'est alors qu'elle balance aux journalistes « Me voilà soudainement intelligente ». En 2017, le documentaire From Extase to Wi-Fi est créé par Alexandra Dean. Le grand public s'intéresse enfin au destin hors du commun de Eddie Lamar. Et il n'est pas soudainement intelligent, il est toujours Gaël Musquet. Gaël, justement, Eddie Lamar, elle a une importance toute particulière aujourd'hui dans la tech telle qu'on la connaît. Bien sûr, en fait, toutes ces manières de moduler les ondes, de les étaler, de les transmettre ont permis de voir pratiquement tout ce que j'ai sur ce plateau en matière d'innovation radio. Et en fait, c'est un des drames, pas le seul. On a aussi Suzanne Bell, dont je parlais tout à l'heure, qui a elle aussi fait des découvertes et expliqué, mais elle n'avait pas le droit de publier. Donc c'est un vrai bonheur aujourd'hui de voir ces femmes récompensées, en tout cas remises en lumière. Les femmes précurseurs des ondes, évidemment, on y revient avec toi dans un instant. Mais tout de suite, 96% des Français considèrent que la désinformation est un problème majeur. Radiographie des fake news à suivre. Et entre théories conspirationnistes, rumeurs et fausses nouvelles, ces dernières années ressemblent à un parcours du combattant pour séparer le vrai du faux. Alors la désinformation sur Internet n'est pourtant pas un phénomène nouveau. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière les fake news, Aude Favre ?
qu'est-ce qui se cache derrière les fake news ? C'est une question qui revient très souvent. C'est quoi une fake news ? Et en fait, c'est vrai que j'avais l'impression, en tout cas, qu'il y a quelques années, il y avait une forme, un tout petit peu de consensus. C'était mon impression, en tout cas, sur le fait que les fake news, c'était quelque part des informations un peu bidons, maquillées pour qu'elles aient l'air vraies, quelque part, et avec une intention derrière de tromper. Et en fait, à travers ma chaîne YouTube, notamment, je me suis mise à discuter avec beaucoup de gens qui produisaient de la fausse information. Et je me suis rendu compte que beaucoup, je pense... Alors, c'était jamais dans la tête des gens, mais enfin, beaucoup, je pense, étaient vraiment sincères. En racontant n'importe quoi, ils se pensaient... je pense pas qu'il y avait forcément, et je pense pas qu'il y a, chez beaucoup de gens qui produisent ça, une intention vraiment hyper maligne de tromper. Et, il y en a un certain nombre qui sont comme ça, mais beaucoup, je pense, sont sincères dans ce qu'ils imaginent être la vérité, qu'ils ont envie de dire à tout le monde, etc. Alors que c'est n'importe quoi. Et donc, cette définition-là, du coup, m'a gênée. Et en fait, moi, je sais ce que c'est qu'un article ou une information quelque part solide, c'est-à-dire qu'elle a été contextualisée, elle a été vérifiée, il y a des sources qui ont été recoupées. Je préfère voir l'information solide et après tout le reste, ça ne veut pas dire que c'est de la fake news, mais c'est juste moins solide. Mais j'ai pas, voilà, je suis encore moi-même en train de réfléchir à c'est quoi la fake news, quoi. J'ai pas de, je préfère qu'on réfléchisse tous ensemble à qu'est-ce que c'est qu'une information solide. Eh bien, ça tombe bien, parce que justement, c'est tout le but de cette émission. Christophe Deloire pour Reporters sans frontières, est-ce que vous avez une idée plus précise de la définition des fake news ? Est-ce que c'est, par exemple, l'intention de nuire qui sépare une vraie information d'une fausse ? Non, mais je rejoins totalement ce que vient de dire Aude Favre, en précisant quelque chose en préambule, c'est que le plus grand propagandiste de cette expression, ça a été l'ancien président américain Donald Trump, et qui, lui, a utilisé à foison le mot « fake news » pour dénoncer des médias, et des médias, disons-le, sérieux, qui lui déplaisaient, parce que leur ligne éditoriale ne lui était pas favorable, et surtout, c'était des médias qui vérifiaient les allégations, elles, mensongères de Donald Trump. Donc le mot « fake news », il a d'abord servi à dénoncer des informations qui, elles, étaient plus sérieuses que les allégations abusives, les mensonges de ceux qui utilisaient l'expression. Ensuite, une fois qu'on s'intéresse au sujet, qu'on sort de la question de la terminologie, c'est-à-dire du mot lui-même, effectivement, il y a le problème des manipulations, donc des informations fausses qui sont délibérément propagées ou fabriquées, et il y a le problème de l'ensemble des informations qui sont fausses, mais tout simplement parce que ceux qui les propagent n'ont pas vérifié, n'ont pas été scrupuleux, ou parce qu'elles relèvent de l'opinion pure. Et puis il y a toute une sorte de blabla qui est encore autre chose, qui est du commentaire un peu vaseux, sans grand contenu informatif, et qui commence à saturer les antennes et la toile, le web lui-même. Et donc on est face effectivement à un champ de la liberté d'expression dans lequel sont, et depuis longtemps, interdits un certain nombre de contenus, ceux qui peuvent porter atteinte à leur public, à la sécurité, ceux qui peuvent relever de propos de haine, d'insultes. Il y a des exceptions à la liberté d'expression qui sont très légitimes, mais le mensonge, en tant que tel, n'a jamais été interdit. Le fait de raconter n'importe quoi parce qu'on y a un intérêt, en soi, ça n'est pas interdit, sauf dans le monde économique. Et donc, il y a tout un champ de la liberté d'expression, mais où jusqu'à présent, et ça c'est la grande différence, et je rejoins à nouveau ce que disait Aude Favre, était promu de l'information intègre, honnête, qui avait été vérifiée, où on est allé voir diverses sources, et c'est ça qui est un peu en train de s'effondrer. Et Aude, justement, je veux que vous plus soyez évidemment ce qu'est en train de nous raconter Christophe Deloire, bien sûr, mais vous êtes journaliste vous aussi depuis plus de 10 ans et vous avez monté votre chaîne YouTube What's the Fake en 2017. L'objectif, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est de lutter contre la désinformation et puis surtout d'ouvrir au plus possible le monde du journalisme au grand public. Vous y interpellez notamment les désinformateurs du web. Et en bonne Avenger de l'info, votre travail a permis d'effacer un grand nombre de contenus complotistes, notamment What the Fake. Voilà ce que ça donne, tiens. Est-ce que tu ferais confiance à un homme totalement anonyme qui te sauterait au cou en t'expliquant que la Terre est plate ? Un genre de table basse, quoi. C'est ce qui se passe tous les jours sur le web. Des Georgette 14 ou Anonymous 28 qui te vendent des scoops extraordinaires sans jamais prendre aucune responsabilité de ce qu'ils racontent. Mais qui sont-ils ?
pour raconter tout ça? Est-ce que c'est des astrophysiciens, des enseignants, des chercheurs, des journalistes, des spécialistes reconnus dans leur profession? Renseigne-toi juste dans la section à propos ou qui nous sommes du site web ou du compte YouTube. Si au bout de 2 minutes de recherche, 3, tu n'as aucun nom qui apparaît, demande gentiment qui... Avec le K, hein. Beaucoup de... Avec le Beaucoup cas et de i. beaucoup de i. Toujours beaucoup de i, évidemment. Aude, est-ce que c'est justement sur YouTube qu'il faut aller déconstruire le phénomène de la mésinformation? Je sais pas, parce qu'en fait, il y en a tellement. Parfois, on m'a reproché de... Vous savez, de toute façon, quand on est journaliste, on nous reproche toujours quand on se penche sur tel problème, de ne pas se pencher sur l'autre, etc. Et parfois, on m'a dit, oui, mais tu t'intéresses pas assez aux fake news du gouvernement, de ceci, de cela. Et en fait, à la base, je suis partie, qui sont pour moi aussi graves, d'ailleurs. J'ai pas de... Voilà, je trouve pas plus grave la désinformation sur une plateforme ou de la part d'un politique, de la part de personnes qui sont très influentes sur les réseaux sociaux. Mais simplement, je suis allée sur YouTube parce que, en tant que journaliste, c'était assez grisant à ce moment-là, parce que c'était inexploré. Et on tombait sur des trucs absolument hallucinants qui tournaient. Alors là, j'en rigole parce qu'en fait, le ton s'est durci maintenant. C'est plus du tout la même chose. Même les gens n'ont plus du tout la même tonalité, les producteurs de fake news, etc. Mais moi, en tout cas, quand j'ai démarré, je trouvais que c'était encore assez, entre guillemets, sympa. J'ai discuté avec des gens qui sont pas du tout dans mon schéma de pensée, qui produisent ce genre de choses et avec qui on avait des dialogues très intéressants et très corrects, etc. Et en fait, c'était largement pas su en fait qu'il y avait des informations hallucinantes. Par exemple, l'Union européenne d'origine nazie. Je suis tombée là-dessus à un moment donné. Je me suis dit c'est quand même un peu gros. Ouais. Et en fait, ça tournait à fond. Il y avait et c'est une fake news entre guillemets qui est européenne, c'est-à-dire qu'on retrouve la même en Allemagne, en Angleterre, etc. Et je m'étais dit mais waouh, c'est dingue. Et en fait, il y avait ce côté-là quand on est journaliste. Souvent, on fait des reportages. Le 60e reportage sur, je sais pas moi, il y a des thématiques comme ça qui reviennent souvent. Des marronniers. Et oui, des marronniers. Voilà, ce qu'on appelle des marronniers. Et là, c'était vraiment un peu, je me sentais comme un cow-boy qui allait explorer des nouvelles contrées. Et il y avait tellement de choses à voir, quoi. C'était à la fois grave et parfois risible, presque, très sincèrement. Nouvelle contrée et contre-vérité, si je vous entends bien. Christophe, justement, est-ce qu'il y a des grandes tendances culturelles, j'allais dire, en matière de fake news? Aude nous le rappelait, il y a certaines fake news qui persistent, quel que soit le pays, qui sont pan-européennes ou parfois même mondiales. Là aussi, c'est un phénomène dont il faut prendre la mesure à l'échelle de la planète? Oui, alors je suis bien incapable de vous répondre et je ne jouerai pas aux spécialistes là-dessus. Est-ce que il y a des traits culturels? En tout cas, il y a des permanences et des choses qui sont identiques partout et qui sont renforcées dans les pays où la lutte contre les fake news, contre les fausses informations est plus faible. Et par exemple, on s'est rendu compte que Facebook, qui emploie des moyens qui sont insatisfaisants dans les grandes démocraties occidentales, mais emploie des moyens qui sont beaucoup plus inférieurs dans certaines langues où il y a très peu de modérateurs. Et donc, finalement, on se retrouve dans la situation où les pays qui sont des pays dont les régimes politiques sont déjà moins stables, où la société est moins structurée, où il peut y avoir des débats plus acides, plus violents encore, sont des pays qui ont des facteurs de résistance qui sont plus faibles parce que les plateformes en fait s'en soucient moins, n'ont pas de personnel, il y a le cas échéant moins de politique publique sur ces sujets-là. Et donc c'est très destructeur dans beaucoup de pays, et notamment dans des pays où des plateformes numériques, les réseaux sociaux sont devenus un peu l'équivalent de l'espace public, c'est-à-dire c'est vraiment devenu la place du village où on parlait autrefois. La place du village elle est devenue globale, mais dans des pays comme les Philippines par exemple, la plupart des gens communiquent par Facebook. Et vraiment d'abord par Facebook, plus encore qu'en France. Et donc, ça a des effets qui peuvent être encore plus désastreux en termes de rumeurs. Après, on a vu les dégâts que pouvaient faire les rumeurs aux États-Unis, où des rumeurs peuvent avoir des effets très directs sur les réalités. Évidemment, le cas échéant en termes de comportement électoral, en termes d'attaque du Congrès, il y a quelques
semaine, c'était le premier anniversaire de l'attaque contre le Congrès, de cette insurrection qui a notamment été alimentée sur les réseaux sociaux par Donald Trump. Mais aussi, il y avait eu avant cette affaire d'une pizzeria à Washington, où il y avait une rumeur qui avait été entretenue du fait que les élites démocrates avaient des activités pédophiles dans une pizzeria. Voilà, il y a un type qui a débarqué avec une arme à feu parce qu'il avait cru à ces rumeurs qui étaient évidemment totalement ineptes. Et les effets, un jour, peuvent être plus grave. Il y a eu un ministre, je crois, au Pakistan, qui a été trompé par une fausse information et qui a cru qu'il y avait un déclenchement de guerre. Donc on est dans des choses qui peuvent être extrêmement sérieuses, au-delà même des droits individuels. Mais est-ce que, je vais me faire un peu l'avocat du diable, si vous me permettez, Christophe, est-ce que les réseaux sociaux sont des coupables idéaux en matière de désinformation ? Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de coupables idéaux. Ils ne sont pas coupables de tout, si c'est la question, mais ils sont quand même coupables de beaucoup de choses, parce que précisément, ils ont créé quelque chose, alors qu'on les a laissés faire, hein, et de ce point de vue-là, il y a une responsabilité des régimes démocratiques qui ont laissé les réseaux sociaux prendre ce pouvoir, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné la parole à tout le monde, ce qui est formidable, ce qui est vraiment très bien, mais ils ont fini par mélanger et mettre dans le même sac des gens auxquels on ne peut pas apporter la même crédibilité, à un scientifique, à un journaliste qui allait voir sur le terrain comment ça se passe, et à quelqu'un qui simplement... alors, j'aurais dû faire une longue liste, et beaucoup plus longue que celle que j'ai faite. Ça a été formidable d'avoir une ouverture de la parole d'universitaires qu'on n'entendait pas avant, de gens qui n'étaient peut-être spécialistes de rien, mais qui ont creusé. Sur YouTube, il y a un nombre de chaînes de connaissances qui est impressionnant. Mais ils ont aussi permis que les hurluberlus, les fous furieux, ceux qui voient des complots partout, des complots il y en a, mais il y a des gens qui en voient absolument partout et qui se trompent et qui en font commerce, et c'est devenu malheureusement très à la mode. Et tous ces gens-là qui, jusqu'à présent, étaient cantonnés aux marges, qui pouvaient parler, alors raconter leurs histoires absurdes à leurs petits-neveux, mais ça n'allait pas plus loin. Maintenant, du fait de cette organisation, de ce système, ils se trouvent au cœur et on les écoute plus parce qu'un hurluberlu, finalement, du fait des comportements humains, on a souvent envie de l'écouter. Et pour étayer vos arguments, justement, et Aude, évidemment, je vous fais réagir dans une seconde, 23% des Français reconnaissent avoir déjà été abusés par de fausses informations sur les sites web ou sur les réseaux sociaux. Aude, est-ce qu'il y a un public plus susceptible que d'autres d'être justement touché par ces infox où tout le monde est concerné ? Ah, mais tout le monde est concerné. Moi, je me suis retrouvée plusieurs fois à partager des trucs où on m'a dit « Aude, retire, en fait, parce que c'est faux. » Donc, en fait, moi, je me mets pas au-dessus du lot non plus. Alors, maintenant, je fais vachement plus gaffe, et puis voilà, mais je parle de ça, c'était il y a déjà quelques temps, mais je suis pas du tout à l'abri. Et d'ailleurs, les journalistes, les premiers, c'est d'arriver sur des scènes où il vient de se passer quelque chose, il y a quelqu'un qui témoigne d'un truc incroyable, j'ai vu ci, j'ai vu ça, est-ce qu'on le diffuse, est-ce qu'on le diffuse pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on n'a pas le temps, il y a le direct qui arrive dans 15 minutes, tout ça est très compliqué. Et en fait, je sais pas s'il y a des publics vraiment plus perméables à ce genre de choses. Ce qui est sûr, juste pour rebondir très rapidement sur... Là, on parlait des réseaux sociaux, des plateformes, etc. YouTube, souvent, ce qu'on explique, parce qu'on essaie de faire un peu de pédagogie au sein de l'association que je préside, qui s'appelle Fake Off, on essaie d'expliquer aussi aux jeunes comment ça marche, parce qu'ils ont souvent pas d'idées, et d'ailleurs beaucoup d'adultes aussi, c'est pas pour dire les jeunes ne savent pas. Mais YouTube n'est pas ton ami. Parce que beaucoup, en fait, font des recherches directes sur YouTube, même pas sans passer par Google, etc. YouTube n'est pas ton ami, YouTube est quelqu'un qui fait de l'argent grâce à toi. Donc, c'est déjà quelque chose de bien à savoir. Et donc, comment ça marche et je parle de YouTube, mais très sincèrement, globalement, c'est le même mécanisme pour toutes les Insta, toutes les plateformes, etc. Ils sont là pour capitaliser sur ton temps d'attention et donc pour te garder le plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce que tu leur ramènes de la publicité, de l'argent de la publicité. Et donc, simplement d'expliquer ça aux jeunes, que quand tu as vu une vidéo qui tape qui t'a été servie par YouTube, parce que l'outil de recommandation marche très bien, et qui te présente un monde dans lequel il y a les Illuminati qui tirent les ficelles, etc., etc., ce genre de vidéos, c'est des vidéos qui maximisent le profit souvent pour... là, en l'occurrence, si on prend le cas de YouTube, pour YouTube, parce que ce sont des vidéos qui te scotchent, en fait, à la plateforme et qui te font consommer toujours plus de vidéos, donc plus de publicité. Donc, je pense que c'est aussi un des volets pour lutter contre la désinfo, c'est que les gens aient conscience, en fait, de ce mécanisme-là et qu'à partir de ce moment-là,
quoi que tu regardes sur Facebook, sur Insta, sur ce que tu veux, tu es en train de rapporter de l'argent. Et donc, choisis à qui aussi, voilà, à quel genre d'informateur, entre guillemets, tu as envie de soutenir quelque part. Parce que le moindre like aujourd'hui, le moindre partage, avec les algorithmes, bah, ça a beaucoup de conséquences. Et donc, voilà, c'est aussi une des choses sur lesquelles on essaye d'appuyer. Et je pense que ça aide à prendre conscience aussi du phénomène. Le modèle économique sur lequel reposent les plateformes et les réseaux sociaux, la bulle informationnelle, l'économie autour des infox. On y revient dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Des vidéos, des images encore une fois repérées par Cheryl Jessica Isengay pour vous. Aspetta, ogni toast, come on. Passement de jambes et retour sur le plateau de l'école du futur, toujours avec Aude Fabre. Aude Fabre, vous êtes journaliste, créatrice de la chaîne YouTube What the Fake, et en duplex avec nous Christophe Deloire, directeur général de l'ONG Reporters sans frontières. On reprend dans un instant, je vous le promets, notre débat sur la désinformation, les infos, les infox. Mais d'abord, Gaël Musquet a une idée derrière la tech, bien sûr. Alors Gaël, est-ce que les rois des bidouilleurs sont tous et toutes, d'ailleurs, parce qu'il y a des reines aussi, des radioamateurs? Alors, sont malheureusement pas assez en France. On n'est pas assez nombreux en tant que radioamateurs. L'activité radioamateur est l'une des rares activités qui échappe encore aux aléas et aux enjeux commerciaux. C'est une activité de loisir, à but non lucratif, et donc depuis aussi longtemps que l'on a découvert comment se propageaient les ondes radioélectriques, on a des radioamateurs, des hommes, des femmes qui expérimentent, qui bidouillent, comment on va pouvoir communiquer ensemble. Et l'avantage du radioamateurisme, c'est que entre les différentes personnes qui se parlent, il n'y a pas d'intermédiaire. On se parle de radio à radio directement. C'est une activité qui est basée sur la fraternité et qui permet justement d'expérimenter tout autour en fait de son environnement, de ses passions aussi, ces ondes électromagnétiques. Le spectre radioélectrique a depuis longtemps été considéré comme une ressource naturelle. C'est une ressource qui a été gérée de manière très écologique dès le début par l'Union internationale des télécommunications, qui est en Suisse, et qui va en fait réguler la manière dont les États, les entreprises commerciales, les opérateurs de téléphonie mobile, les opérateurs spatiaux vont utiliser ce spectre radioélectrique pour pouvoir communiquer. En France, c'est l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences radio,
qui va attribuer à des chaînes de télévision, à des chaînes radio, à des radioamateurs, des licences, des opérateurs de téléphonie mobile, des licences pour pouvoir exploiter une partie du spectre radioélectrique. Et donc, cette agence va aussi faire passer des licences, donc un examen qui vérifiera que la personne, le radioamateur ou la future radioamatrice, connaît la loi et respecte bien entendu un certain nombre de règles électriques pour pouvoir opérer sa station. Donc on a besoin en effet de passer un diplôme pour être radioamateur, mais surtout j'ai l'impression que ce que tu nous décris, c'est que le radioamateurisme, c'est un réseau social au sens premier du terme. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de radioamateurs quand on a autant de moyens de télécommunication aujourd'hui ? Mais en fait, il faut bien avoir en tête que le radioamateurisme, en fait, grâce au numérique, a connu un nouvel essor. C'est vrai qu'on peut penser qu'on n'a pas besoin. On a chacun un téléphone aujourd'hui, une tablette, une télévision. On n'a pas besoin, en fait, de ces expérimentations pour pouvoir communiquer directement. C'est vrai qu'on n'a jamais autant communiqué, mais on voit aussi apparaître, malheureusement, des fake news. Sur la radio, on a des mouvements anti-ondes qui, à chaque... qui sont contre certains normes de télécommunication, qui sont contre certains compteurs électriques, que je ne citerai pas, mais on voit apparaître de nouveaux phénomènes aussi anti-progrès, parce que les gens ne comprennent pas ou ne connaissent pas, en fait, ces ondes électromagnétiques, comment elles se propagent et comment on les produit. Et donc, on voit apparaître... pour des écoliers aujourd'hui, ce genre de radio logiciel. Ça, c'est une radio, tout simplement. Un émetteur, récepteur, mais qui est programmé de manière logicielle. Contrairement à cette radio-là, en fait, qui est une radio portative qu'on peut utiliser pour plein d'activités, de la télégraphie sans fil, le Morse, jusqu'à des communications spatiales. Là, en fait, on va avoir une radio plus légère, moins puissante, émission, mais qui va être capable, de point de vue logiciel, d'être programmée. On va pouvoir proposer à des enfants, à des écoliers, mais aussi à des scientifiques, d'utiliser ces modules-là pour pouvoir communiquer et transmettre, moduler différemment les différentes ondes radio. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que typiquement avec cette radio-là, la seconde que tu nous montrais, je peux faire du Morse avec Thomas Pesquet la prochaine fois qu'il est à nouveau dans l'espace ? Tout à fait. En fait, sur l'ISS, on a des radios. Et les radioamateurs utilisent aussi leur radio pour communiquer avec ces astronautes. Claudie Ignoré, Thomas Pesquet ont passé leur licence. FX0 ISS, quand Thomas Pesquet est dans l'espace, c'était son indicatif. Le mien, c'est F4HXS. Ce sont des indicatifs. Tout de Gaël. Même son indicatif radio, dis donc. Qui nous identifient et qui permettent bien de s'assurer à qui on est en train de s'adresser et de discuter. Et les radioamateurs s'illustrent particulièrement à chaque catastrophe naturelle. Et quand je dis qu'on n'est pas assez nombreux en France, on imagine qu'on est à peine 14 000 en France, 800 000 aux États-Unis, 50 000 au Japon. On a 75 000 licenciés en Allemagne, 70 000 en Espagne et 30 000 en Italie. Donc on voit on regarde les ratios par rapport aux populations, plusieurs radioamateurs dans les autres pays européens. Et c'est très important le fait que ce milieu soit très masculin. On a parlé d'Eddie Lamar tout à l'heure, on pourrait parler de Jocelyne Bell. Les femmes ont beaucoup apporté et ont beaucoup apporté à cette discipline, et puisque leurs travaux historiquement ont révolutionné les connaissances du spectre. On a découvert grâce à Jocelyne Bell par exemple que des étoiles émettaient des ondes radioélectriques. La lumière est une onde radioélectrique, mais on avait aussi sur le spectre radio, sur des fréquences beaucoup plus basses, des étoiles qui émettaient en fait régulièrement des petites impulsions, et ça on le doit à une femme. C'est très important qu'on puisse continuer à instiller, ce que je fais régulièrement avec des stagiaires de 3e par exemple, cette connaissance populaire et cette transmission populaire de ces ondes radioélectriques dans des radioclubs, dans des activités ARIS, donc les communications avec l'ISS, ou encore lors d'exercices de préparation aux catastrophes naturelles. Donc, devenir radioamateur, ça peut sauver des vies, ça peut même vous apporter plein d'amis, même dans l'espace, avec Thomas Pesquet. Aude et moi, on va commencer à préparer notre diplôme. C'est sur notre to-do list, je te promets. La prochaine fois, on revient et on fait du Morse avec toi. On va passer nos licences. Je serais très douée. Mais surtout, ce qui est très intéressant... Ça se travaille, on peut tout travailler. Non, ce qui est intéressant, c'est surtout de se rendre compte que même sur des systèmes de télécommunication comme les radios, là aussi, notre question du jour, les fake news, peuvent se propager. Personne n'est à l'abri. Non, personne n'est à l'abri, mais vous ne faites pas de la fake news dans vos familles régulièrement, par exemple ? Ça dépend. Ça dépend dans quelle famille. Je pense que c'est un trait de l'humanité presque, de raconter aussi un peu, d'améliorer la réalité un peu à notre sauce. Donc, effectivement, quand après, ça prend des dimensions complètement dingues avec les réseaux sociaux, c'est effectivement... Il faudrait apporter une précision là-dessus. Quand on parle des catastrophes naturelles, on a souvent, c'est un des ressorts d'ailleurs de la fake news, c'est l'émotion.
Oui. Et ces fake news souvent disent beaucoup de notre culture du risque. Et on parle beaucoup dans la culture du risque, dans les milieux de sécurité civile, des médias sociaux en gestion d'urgence. Comment on va utiliser ces réseaux sociaux? Non pas pour propager des rumeurs qui vont encore amplifier la catastrophe et les conséquences humaines que cela a derrière, mais pour pouvoir sauver des vies et anticiper. Et c'est important, quand on parle des médias sociaux en gestion d'urgence, d'être dans l'anticipation, dans la prévention, et qu'avant que ces catastrophes ne surgissent, qu'on ait préparé les écoliers, qu'on ait préparé les professeurs, qu'on ait préparé aussi les entreprises à faire face à une catastrophe en utilisant ces réseaux sociaux comme moyen de prévention. Les réseaux sociaux, moyens de prévention, là aussi, ça peut fonctionner sur les fake news, les infox. Comment faire quand un fait n'est plus cru parce qu'il est un simple fait? On passe en revue les solutions parce que vous allez le voir, il y en a tout de suite dans notre deuxième partie de débat. Et on continue justement à creuser ces solutions par rapport aux fausses informations avec Aude Fabre, avec Christophe Deloire. Évidemment, Gaël, tu restes avec nous et tu interviens dans la conversation quand tu le souhaites. Je voulais quand même rapporter ou reprendre une précision. La pandémie de Covid, elle touche aussi l'information. On l'a vu, le monde souffre désormais d'une infodémie, c'est devenu une spécialité à part entière. Selon le site Havas, par exemple, les fausses informations sur la santé enregistrent 3,8 milliards de vues par an. Et même Facebook a admis avoir détruit 7 millions de posts contenant de fausses informations sur le Covid-19, pouvant conduire à des dommages imminents. C'était au tout début des premiers confinements en 2020. Christophe, cette infodémie, c'est là aussi une accélération du phénomène ou c'est un point de paroxysme? Ça a été un paroxysme sans doute, du fait de l'émotion et d'un sujet qui était évidemment cher à chacun, parce que ça concernait notre santé, mais aussi un moment de très grande prise de conscience. Le néologisme, le mot que vous avez employé, infodémie, il a été créé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et par le docteur Tedros, qui est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, et qui ont considéré qu'il y avait vraiment un problème qui était presque aussi important que l'épidémie elle-même, l'épidémie de Covid, qui était cette infodémie. Et l'infodémie, on en a pris conscience parce que c'est vrai que la question des fausses informations, parfois on peut avoir tendance à se dire bon, tout ça n'est pas bien méchant, on n'y croit pas. Et quand ça concerne peu à peu la destruction des systèmes démocratiques, au fond, c'est assez invisible. Mais quand on prend conscience qu'une fausse information peut amener un comportement aberrant de notre part et qui peut porter atteinte à notre droit à la santé et même à notre droit à la vie, là, ça devient, comme disent les spécialistes du marketing, très concernant. C'est-à-dire chacun peut vraiment se dire « Ah oui, ça a un impact, y compris un impact pour moi ». Et donc, ça a entraîné la prise de conscience que j'évoquais. Aude, la science et la santé, ce sont les deux grandes perdantes justement de cette épidémie de fausses informations. Je pense que, alors je ne sais pas si je suis la mieux placée pour considérer ça, mais c'est vrai que moi, typiquement, par exemple, ma réponse, vous vouliez parler de solutions, quand il y a eu vraiment cette infodémie, effectivement, qui a pris tout le monde de court, moi, ma réponse a été, parce que j'avais beaucoup de gens qui justement me demandaient ça c'est une fake news santé ou pas, et beaucoup sur qu'est-ce qu'il fallait faire, les masques, les ceci, bref. Moi, je suis pas scientifique. Fortiori, je trouve que d'ailleurs les journalistes manquent de formation scientifique et je pense qu'il faut pousser là-dessus dans les écoles de journalisme, etc. Moi, on m'a jamais formée, j'ai jamais appris à lire une étude, je l'apprends là maintenant sur le tard, etc. Mais je pense que vraiment ça manque. Et en fait, ma réponse à moi, ça a été de dire, ok, vous savez quoi, on va créer une rédaction citoyenne anti-intox, vient qui veut. Et on va passer en revue comme ça toutes les semaines, c'était dans des lives sur YouTube, les informations qui vous préoccupent pour essayer de juger de la fiabilité. C'est jamais tout blanc, tout noir. C'est-à-dire oui, c'est entièrement super vrai et non, c'est complètement acheté. En fait, il y a des degrés de fiabilité, il y a des petits indices à regarder qui sont vraiment des fois tout bêtes en fait. Et dans des articles ou des vidéos. Et on s'est pris au jeu, on est 1500 aujourd'hui. Wow. Et on devrait sortir bientôt notre première enquête citoyenne réalisée à plus d'une centaine de mains, je dirais. Et on est sur Discord, si d'aventure certains veulent nous rejoindre, c'est vraiment chouette. Je travaille avec des assistants maternels, des juristes, des étudiants, des retraités, un plongeur sous-marin qui est à fond dans
et qui nous aident. C'est vraiment un travail collectif et je pense que c'est une des solutions en fait qui doit venir aussi des journalistes, c'est-à-dire d'ouvrir grand en fait le travail qu'on fait. On n'a pas grand-chose à cacher à part effectivement comme les policiers sur certaines enquêtes, etc., des trucs sensibles. Mais je veux dire, d'une manière générale, moi, la façon dont je travaille, j'ai pas de problème à communiquer dessus. Et je pense qu'il faut il faut populariser ça, parce qu'aussi, c'est chouette, en fait, le travail d'enquête, on se marre. Et je pense que ça aussi, c'est pas assez su. On peut se marrer à 1500 personnes en faisant des enquêtes absolument vérifiées. Christophe, justement, ouvrir les rédactions, le mécanisme même de fabrication de l'info, comme le fait Aude avec sa rédaction anti-fake news et citoyenne, c'est ça aussi la clé? Il faut les ouvrir pour montrer, mais ça ne suffira pas. Ce qu'il faut, d'abord, c'est... je reviens au premier chiffre que vous citiez en tout début d'émission, qui était cette enquête du MIT, donc de cet institut à Boston, cet institut universitaire prestigieux, qui avait démontré que les informations fausses avaient un potentiel viral 6 fois supérieur aux informations vraies. Concrètement, dans ce qu'on appelle le marché de l'information, ça veut dire que les informations fausses ont un avantage compétitif. Donc elles ont un avantage en termes de visibilité, mais y compris pour ceux qui les produisent, le cas échéant, en termes économiques. Bien sûr, ouais. Ça peut rapporter, et ça coûte pas très cher généralement, ça coûte moins cher que de faire des enquêtes au long cours pour essayer d'établir pas à pas la vérité. Et donc on a un enjeu majeur, c'est comment on arrive à redonner un avantage concurrentiel, un avantage compétitif à ceux qui s'astreignent à des obligations, le cas échéant dans la bonne humeur, mais en matière d'éthique, en matière de vérification, de correction quand il y a des erreurs, bref, qui font des recherches, et en matière de transparence, pour rejoindre votre question. Et ça, c'est l'enjeu majeur, parce que ce qui est tout à fait nouveau, c'est cette distorsion de concurrence, alors que dans le passé, et le passé n'était franchement pas parfait, mais quand même, il y avait des systèmes qui avaient été mis en place peu à peu au fil de l'histoire des démocraties, qui favorisaient la fiabilité de l'information, et qui faisaient qu'on avait un intérêt à respecter un certain nombre de normes, de règles. Et ça a été balayé. Et c'est une initiative notamment que vous lancez qui s'appelle le Journalism Trust Initiative, donc une initiative pour un journalisme de confiance. Comment est-ce qu'on redonne de l'éthique et de la confiance justement en les informations que nous pouvons produire, nous, journalistes? Précisément, cette Journalism Trust Initiative, c'est une solution de marché donc, qui vise à renverser la logique de la distorsion de concurrence, qui vise à redonner un avantage à ceux qui font de l'information, disons, rigoureuse, j'allais dire sérieuse, en tout cas qui respectent un certain nombre de règles, qui sont les règles de base du journalisme, sans lesquelles on ne peut pas parler de journalisme. Et donc, on relie des points entre des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas reliées dans l'histoire, parce qu'il n'y avait pas eu lieu de le faire, parce que c'était trop c'était d'une certaine manière évident par l'organisation du marché. Mais il faut relier aujourd'hui le fonctionnement technologique, le fonctionnement des algorithmes, l'éthique et les méthodes professionnelles des journalistes, avec l'indépendance éditoriale et faire en sorte que le public, finalement, puisse à la fois savoir ce qu'il voit et puis reçoive plus d'informations bien, parce que l'enjeu, c'est surtout que les plateformes numériques aujourd'hui, elles décident de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et leurs critères, comme cela a été déjà exposé au début de l'émission, leurs critères aujourd'hui, c'est des critères marchands, c'est des critères d'intérêt, ça n'est pas des critères d'intérêt public. Et c'est ce qu'il faut arriver à reconstruire, à réinstaller. Encore une fois, je vais me faire l'avocat du diable, vous me direz, mais l'impact économique mondial de ces fake news en 2019, par exemple, était notamment attribué aux plateformes qui luttent elles-mêmes, qui essaient de montrer patte blanche pour lutter contre ces fausses informations. Elles ont investi à l'époque 2,5 milliards d'euros justement pour essayer de faire un peu un grand nettoyage dans leur process et dans la façon dont elles opèrent. On peut les croire, Christophe? Ouais, Évidemment qu'il ne faut jamais prêter une confiance absolue ou même une trop grande confiance à des acteurs aussi puissants qui aujourd'hui n'ont pas de contre-pouvoir. La question, c'est comment on instaure des contre-pouvoirs. Parce que, au fond, ces plateformes numériques, ça va paraître un peu surprenant, mais elles ont remplacé nos parlements. Aujourd'hui, elles adoptent les normes de l'espace public, de la place du village. Avant, c'était les parlements qui adoptaient les règles de la communication. Il y a toujours des règles dans une société démocratique pour la communication. Elles ont remplacé la justice, c'est elles qui appliquent leurs propres normes. Les autorités administratives indépendantes, par exemple, lorsqu'elles
où les administrations, lorsqu'elles affectaient des fonds aux médias, le faisaient en fonction de critères qui n'étaient pas discrétionnaires, c'est-à-dire où ça n'était pas celui qui décide, qui choisit, à qui il donne, il appliquait des critères, des principes. Aujourd'hui, on a des plateformes qui ont donc pris tous ces rôles, le rôle du Parlement, le rôle de la justice, le rôle même de l'administration, le rôle de ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu Arcom en France, qui est l'organe qui régit la télévision. Bref, les plateformes, elles ont pris tous ces rôles, mais elles affirment qu'elles ont droit à la liberté d'expression, en gros de faire ce qu'elles veulent, comme les individus. Donc en gros, elles ont le pouvoir des gouvernements, de la justice et les droits des individus. Bref, ça ne tient plus. Il est vraiment important que ce soit les institutions démocratiques, que ce soit les citoyens qui décident des grands principes de la communication et que ce ne soit pas Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, ou Xi Jinping, le président chinois, qui a évidemment qui donne ses ordres aux plateformes chinoises en Chine, que ce ne soit pas eux qui établissent les normes, mais que ce soit établi démocratiquement. Oui, mais Christophe, est-ce que pour autant c'est aux régulateurs de protéger l'info? On peut faire référence aux pièces de régulation qui sont en train d'être votées par le Parlement européen, lancées par la Commission européenne, le Digital Services Act, le Digital Market Act. Il y a aussi une autre pièce importante, le Media Freedom Act, qui est à venir. Est-ce que c'est à la puissance politique de nous protéger, nous? Mais ce n'est pas la puissance politique qui doit nous protéger, nous, en tant que citoyens. C'est nous, en tant que citoyens, qui, à travers nos représentants, avons quelque chose à dire sur l'organisation de la délibération publique. Et si on regarde bien l'histoire, en fait, l'évolution des démocraties, elle s'est faite avec l'imposition peu à peu d'un certain nombre de principes. Et notamment après des conflits graves. Par exemple, l'éthique journalistique, les règles de déontologie en France, elles ont pour la première fois fait l'objet d'une charte de déontologie en 1918. Pourquoi 1918 ? Parce qu'on sortait de la Première Guerre mondiale. C'est après des conflits du 19e siècle qu'aux États-Unis, notamment, ont été d'abord créées les écoles de journalisme, puis l'éthique journalistique. En Europe, après la Seconde Guerre mondiale, et notamment en France, il y a eu des règles sur les médias, parce que dans ces moments de très forts conflits, on se dit, mais l'anarchie absolue, dans le débat public, ça ne tient pas, parce que c'est le plus fort, c'est celui qui a le moins de scrupules qui l'emporte. Et donc, pour éviter que ce soit le plus fort, celui qui tient les propos le plus mensongers, les plus haineux, etc., qui l'emporte, il y a un certain nombre de règles à poser. Et ça doit être fait par des institutions démocratiques. Et donc, oui, il s'agit de ne plus laisser les plateformes décider d'elles-mêmes de ce qu'elles veulent. Il y a un principe informatique qui est le code, c'est la loi. Le code, la programmation informatique, c'est l'équivalent de la loi. Et cette loi, il faut quand même qu'elle soit supervisée démocratiquement. Code is law. Douralex, c'est de l'ex. J'ai envie de vous répondre aussi, Christophe. Mais justement, Aude, est-ce que c'est naïf de penser qu'on peut co-construire ces futures pièces de régulation, d'encadrement des fausses informations avec les plateformes? J'espère que c'est pas un vœu pieux. Effectivement, je pense que c'est très compliqué d'infléchir. Enfin, faut se rendre compte de ce que c'est que Facebook, de ce que c'est que Google. Enfin, pour prendre l'exemple de Google, par exemple. Moi, j'aime pas. Je suis pas dans la diabolisation. Je pense qu'il y a des gens formidables à Google et sur voilà, dans plein de plateformes comme ça. Toujours est-il que moi, je m'interroge beaucoup, par exemple, sur le fait qu'effectivement, on est régulièrement quand même, moi perso, inondée de Google fait ci contre la désinformation, Google injecte tant de millions contre ceci, aide tel rédac, etc. Moi, ce que j'ai vu, par exemple, avec Sylvain Louvet, qui est journaliste avec moi, et quand on a fait un documentaire sur le business de la désinformation pour complément d'enquête il y a quelques mois, c'est que Google, très sincèrement, crée des vocations de producteurs de fake news et tout simplement en aidant les sites à se rémunérer par la publicité. En fait, Google propose l'outil qui permet de se rémunérer par la publicité. Et tout ça, ça représente des milliards d'euros par an. Et il y a cette espèce de double discours qui me paraît complètement intenable, en fait. Surtout que, en l'occurrence, on avait calculé que si Google décidait d'arrêter de monétiser, de monétiser ne serait-ce que les sites les plus archi problématiques, type ceux qui ont aidé à l'insurrection du Capitole, etc., enfin ou des sites vraiment extrémistes, ça représenterait une perte absolument minime pour eux en termes de business. Et donc, il y a des choses comme ça qui font que questionner. Donc, effectivement,
Je m'interroge, oui, je suis pas sûre, je sais pas en fait comment il faut s'y prendre. Les lois du business ont visiblement leur raison que la raison ne connaît pas. Merci infiniment, Aude Favre, d'avoir fait un détour par le plateau de l'École du Futur. Merci évidemment, Christophe Deloire, en duplex avec nous. On n'a pas fini cette conversation, pour être très franc. On va forcément faire un deuxième épisode Info Untox avec vous deux, parce qu'il y a encore énormément de questions à creuser, notamment aussi prégnantes dans cette année 2022. Merci évidemment, Gaëlle, aussi pour ta présence et tes conseils de radio amateur. On se retrouve très vite en plateau pour l'École du Futur. Restez connectés sur tous les réseaux sociaux, quand même un petit peu pour nous, avec le hashtag l'École du Futur, bien sûr.